Alain Juppé, bonjour. Bonjour. Je vous remercie tout d'abord d'être le premier invité de cette toute nouvelle émission qui s'appelle Hexagone, qui correspond bien au titre de votre livre, Une histoire française. Alors, je ne vais peut-être pas décliner ici tout votre CV tellement il est long, mais je vais citer 3 fonctions qui, je crois, vous ont occupé et que vous avez particulièrement aimées. Maire de Bordeaux, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. Est-ce que je me trompe? Vous avez bien choisi. J'ai Voilà. bien Je ne choisi. sais pas dans Bon, il quel faut ordre dire il que faut les mettre. j'ai lu ce livre, Une histoire française, et vous parlez de ces sujets avec beaucoup de cœur. Une histoire française, c'est pas un titre anodin. Est-ce à dire que vous vous inscrivez dans le récit national? Une histoire, c'est bonne histoire d'abord, puisque je jette un regard sur les 40 ou 50 années que j'ai consacrées à la vie publique et puis à ma vie personnelle aussi. Mais française, parce que j'essaye de dire à quel point je suis viscéralement attaché à notre pays, à ce pays, à ses atouts, à ses états d'âme aussi, car aujourd'hui, j'ai l'impression que On va en parler de on tout ça. manque un petit peu de confiance dans l'avenir de la France. Et j'ai Mais essayé au contraire de dire... parlons aussi de vous et de vos liens avec la France. Quel rapport vous entretenez avec ce pays, avec le nôtre, avec notre pays? D'abord, je commence mon livre en parlant de mes racines. C'est toujours un peu le lien principal, le lien avec le terroir, avec la terre. Et je me sens profondément aquitain et landais. Donc je raconte mon enfance, ma jeunesse dans une petite ville qui s'appelait Mont-de-Marsan, qui s'appelle toujours Mont-de-Marsan. Et ça m'a profondément marqué, la nature, la forêt de pins, mais aussi la mer, la côte atlantique. Et puis, ce qui compte beaucoup aussi dans nos terroirs, la gastronomie. Se retrouver en famille autour de la table, voilà. Le Surtout collège, le lycée aussi. vous avez des liens en plus familiaux avec la famille Darroze. Oui, mon grand-père s'appelait Albert Darroze. Je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort en 1942, écrasé par un motocycliste allemand dans les rues de Mont-de-Marsan. Mais enfin, ça a marqué la famille. Pas une histoire banale. Voilà. Et toutes les cérémonies, enfin toutes les grandes occasions familiales, les baptêmes, les mariages et même les enterrements, se finissaient à Villeneuve-de-Marsan chez Jean Darroze, qui était le grand chef de l'époque. Alors, vous avez été maire de Bordeaux et vous avez été aussi élu du 18e arrondissement. Est-ce à dire qu'il y a deux France, comme l'écrivait Laurent Fabius en son temps dans un livre qu'il avait intitulé ainsi? Oui, sans doute. Il y a plusieurs France, en tout cas. J'y pense en particulier quand on parle de la jeunesse en général. Il y a plusieurs jeunesses en France. Il y a une jeunesse qui est bien dans sa peau, qui est parfaitement engagée dans la mondialisation, dans l'ouverture au monde. Et puis il y en a une autre qui est sur le bord du chemin, un peu paumée. Et on peut dire la même chose un petit peu sur beaucoup de secteurs de notre pays. Et c'est vrai que la petite ville et Paris, c'est pas la même chose. Mais vous diriez deux France ou une facette de France ou une multifacette de France? Quand on prend effectivement les grandes villes, les beaux quartiers, quand on prend la France périphérique dont on parle peu et quand on prend les banlieues et la France rurale. Il faut surtout toujours revenir à l'histoire. Je regardais il y a quelques jours un très beau documentaire sur la France d'avant 1914. Et on se rend compte à quel point la France, à ce moment-là, était l'addition de ce qu'on appelait des provinces, avec leur langue encore. On parlait breton en Bretagne, basque au Pays basque, Aujourd'hui, on provençal essaie en de sauver Provence, ces langues. etc. Oui. Et on a vu que petit à petit se construisait une réalité nationale. Mais c'est ça la France, c'est sa diversité de racines et d'histoire. Qui doit se concilier avec des principes communs, parce que quand on fait nation, c'est qu'on croit ensemble à des mêmes valeurs. Mais alors justement, est-ce qu'on arrive encore aujourd'hui à faire nation, comme vous dites? Je crois. Moi, je ne suis pas pessimiste. J'entends dire matin, midi et soir que tout fout le camp, que la Oui, France on parle de s'affaisse, déclinisme. etc. Je déteste le déclinisme. Bien sûr que nous avons des problèmes. Mais est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que le XXe siècle a été un siècle formidable et paisible? Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les catastrophes qui se sont succédées à la fois dans le monde et en France aussi. Nous avons aujourd'hui des défis considérables devant nous, bien sûr. Le défi environnemental, le défi migratoire, qui n'est pas autre chose que le défi des inégalités dans le monde et même chez nous. Et puis le défi numérique, qui nous apporte des progrès gigantesques, magnifiques, mais qui est en même temps un poison considérable. Donc tous ces défis sont devant nous. Alors qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras ou on se bat? Justement, que fait-on? Est-ce qu'on prend ces On se sujets bat. à bras-le-corps? On se bat, on agit, on cesse de se lamenter en permanence, même s'il y a des difficultés, et on essaye d'agir et d'agir ensemble. Mais malgré tout, je reviens à la question d'avant, est-ce qu'on arrive à réconcilier ces mondes différents, celui de la banlieue, celui du monde rural
et enfin celui des villes. Il ne faut pas nier les difficultés. Quand j'ai fait ma campagne pour la primaire, j'avais lancé un concept qui est celui de l'identité heureuse. L'identité, parce que je crois profondément à la personnalité de ce pays, autour d'un certain nombre de valeurs qui n'ont jamais été aussi bien résumées que dans la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est un socle très solide. Et en même temps, j'ajoutais identité heureuse, parce que je voyais mal comment quelqu'un qui briguait la présidence de la République pouvait promettre du malheur à ses concitoyens. Alors on a dit que j'étais naïf, que je sous-estimais les difficultés de ce pays et de certaines catégories sociales dans ce pays. Non. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai été élu pendant 12 ans du 18e arrondissement. Et le 18e arrondissement, c'est une grande diversité sociale, avec au cœur du quartier la Goutte d'Or, où j'ai eu à traiter tous les problèmes d'immigration. Et puis Bordeaux aussi, parce que Bordeaux n'est pas exclusivement peuplé de riches viticulteurs, contrairement à ce qu'on croit, où il y a aussi des quartiers politiques de la ville qui sont difficiles. Donc je crois avoir eu l'expérience personnelle, l'expérience sur le terrain de ce que sont les difficultés de beaucoup de nos compatriotes. Mais ce n'est pas une raison pour sombrer dans l'autoflagellation et le pessimisme généralisé. La France est en mal de croissance en ce moment. Est-ce qu'on peut pas relever tous ces défis? On nous a toujours dit que l'Allemagne c'était formidable, que l'Allemagne était le pays. Elle est aujourd'hui en récession et pas la France. Donc voilà, je le répète, nous avons des difficultés à surmonter, y compris d'ailleurs l'augmentation continue de notre dette publique qui risque un jour de nous fragiliser considérablement. Mais enfin, il faut s'y attaquer et agir. Et une de mes convictions, c'est qu'il faut agir ensemble. C'est qu'aucun des grands défis que j'évoquais tout à l'heure ne trouvera sa réponse dans l'Hexagone, pardon. Je reprends le titre de votre émission. Je crois profondément que ça se réglera au niveau européen. Il y a européen. une solidarité européenne. Les pollutions ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Hexagone. Les migrations, on le voit bien aujourd'hui, nécessitent une réponse collective de l'Europe. Et sur le numérique, on arrivera à équilibrer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de dangereux dans le développement de ces technologies qu'en se mettant d'accord sur une approche européenne. Donc ça vous aussi, faites c'est un aller message beaucoup plus très fort. rapidement sur l'Europe que je ne l'avais prévu, mais vous avez toujours été un pro-européen, vous avez joué un rôle pendant le traité de la campagne de Maastricht, vous le racontez d'ailleurs dans votre livre. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas inquiet de l'idée européenne qui est quand même en recul aujourd'hui? Oui et quand non. on voit en plus la montée des extrêmes. Oui et non, elle est en recul, oui et non. Est-ce que aujourd'hui le Rassemblement national propose de sortir de l'euro? Non. Est-ce que Mme Meloni, qui est présidente du Conseil, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en Italie, veut toujours sortir de l'euro? Non. Vers qui se tourne-t-on quand l'épidémie de Covid sévit et qu'on cherche à acheter des vaccins ensemble? On se tourne vers l'Europe alors qu'elle n'a pas de compétences dans le domaine de la santé. Donc vous voyez que l'Europe existe. Elle est menacée aujourd'hui, c'est vrai, parce que ses principes fondamentaux sont mis en cause ici ou là, en Hongrie par exemple, ou en Pologne, ou même par la montée de certains mouvements populistes. Mais je crois qu'au fond de leur conviction profonde, et même au fond de leur cœur, les Français se rendent bien compte qu'ils ne s'en sortiront pas tout seuls. Et que cette idée de la souveraineté à l'intérieur de nos frontières, qu'il faudrait rendre absolument infranchissable, est une idée dangereuse en réalité. Donc la montée des extrêmes, du Rassemblement national en France ou de tous ces partis qu'on voit, y compris néo-nazis en Allemagne, ne vous inquiète pas plus que ça? Si, bien sûr qu'elle nous inquiète. Mais qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on défend ses valeurs. Et on explique, par exemple, je ne veux pas entrer dans un débat d'actualité, puisque vous le savez, mon statut de membre du Conseil constitutionnel me l'interdit. Mais enfin, on voit bien que le monde agricole, aujourd'hui, est tenaillé entre deux directions contradictoires. La politique agricole commune l'a sauvée depuis 30 ou 40 ans et elle apporte encore beaucoup à notre secteur agricole. Et en même temps, nos paysans se disent qu'il y en a marre de la sur-transposition des directives européennes, de la prolifération de normes qui leur pourrissent la vie quotidienne. Donc voilà, il y a aussi une tension entre une dimension européenne de l'agriculture et une dimension nationale. Il va falloir trouver le bon point d'équilibre en faisant évoluer l'Europe, mais pas en la sacrifiant, bien sûr. Vous n'avez jamais caressé l'envie d'avoir un poste européen? Si, j'ai été député européen pendant 2 ans, et le Parlement européen est une institution méconnue. On dit toujours que l'Europe n'est pas démocratique, mais nous élisons nos députés. Bien sûr. On va le faire le au 9 mois de mai juin. prochain. Et il est à redouter, hélas, que le taux d'abstention ne soit très élevé. Si on veut que l'Europe soit plus démocratique, il faut aller voter. Alors,
on vote pour qui on veut, hein, je ne vais pas donner de consignes de vote, mais il faut aller voter parce que la démocratie européenne, elle est là. Et le Parlement européen, c'est un lieu tout à fait extraordinaire parce qu'on y voit se côtoyer des hommes et des femmes qui viennent de Pologne, d'Italie, d'Espagne, etc. C'est un microcosme, un écosystème, comme on dit, tout à fait extraordinaire. Alors, vous avez vécu en exil pendant un an au Canada. Quel regard porte-t-on sur son pays quand on est loin? Notre pays, on a envie d'y revenir, voilà, souvent. Et c'est ce qui est, en général, la réaction des Françaises et des Français lorsqu'ils vont à l'étranger. On est content de rentrer chez soi. D'abord parce qu'on aime son pays, on aime ses racines, et puis parce qu'on se rend compte que c'est un pays qui, malgré ses difficultés, et elles sont considérables aujourd'hui, a construit un modèle de développement économique et social assez rare dans le monde. Il y a peu de pays dans le monde où, malgré les difficultés de la santé, malgré les difficultés de l'éducation nationale, on peut avoir accès aux soins et à l'éducation de façon quasiment gratuite. C'est une chance extraordinaire que beaucoup de pays n'ont pas. Vous avez été ministre des Affaires étrangères par 2 fois, vous avez aimé cette fonction. Est-ce que vous pensez que la France, aujourd'hui, perd de son rayonnement à l'international? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus le centre du monde. La France est l'Occident. Hein. Pendant des siècles, nous avons pensé que nous étions le centre du monde. Dans l'empire de Charles Quint, le soleil ne se couchait jamais. Le roi Soleil rayonnait sur l'Europe entière, et ainsi de suite. La Grande-Bretagne ensuite, pendant l'ère industrielle, puis la superpuissance américaine. Aujourd'hui, nous ne sommes plus le centre du monde. Il y a des pôles de puissance qui sont apparus ou qui apparaissent. La Chine, évidemment, mais aussi l'Inde, ce qu'on appelle parfois le Sud global, encore que ce soit un conglomérat de pays qui n'ont pas grand-chose à voir ensemble. Est-ce que ça veut dire que pour autant, il faut renoncer à ce que nous sommes, hein? Non, je crois qu'il faut défendre nos valeurs, même si les autres ne les partagent pas. Les talibans ne partagent pas la même vision de l'égalité entre les hommes et les femmes. L'Arabie saoudite et beaucoup de pays arabes ne partagent pas notre conviction sur la peine de mort, par exemple. Bon, alors il n'est pas question d'aller leur imposer nos idées à nous, mais ce n'est pas une raison pour renoncer à ce que nous sommes et à nos valeurs. Parce que l'Europe, ce n'est pas simplement des règlements, des directives, des normes, c'est aussi un bien commun, c'est une charte des droits et valeurs fondamentale de l'Europe qui repose sur un principe qui est le respect de la dignité de la personne humaine. Ça, c'est quelque chose d'extraordinairement précieux et qu'il faut défendre et qui n'est pas généralement reconnu sur l'ensemble de la planète. Les liens entre la France et l'Afrique se sont un peu distendus ces derniers temps. Hélas. Hélas. Je vous laisse continuer cette analyse. Je ne veux pas porter de jugement sur notre diplomatie. Ce que je constate, c'est que l'influence de la France en Afrique est en recul et c'est vraiment tout à fait regrettable, et même un peu plus que cela. Parce qu'une grande partie de notre destin se joue avec l'Afrique. L'Europe est un continent en voie d'attrition démographique. Nos populations diminuent. L'Afrique aura 4 milliards d'habitants avant la fin de ce siècle. Et donc il est absolument indispensable que si nous voulons contrôler les flux migratoires, on ne se borne pas à s'attaquer aux effets, mais qu'on réfléchissent aussi aux causes. Et quelles sont les causes? Tant que les jeunes Africains crèveront de faim chez eux et ne trouveront pas de boulot, ils prendront le risque de traverser le Sahel et la Méditerranée pour venir chez nous. Ce qui prouve d'ailleurs que l'Europe est attractive et que pour beaucoup d'hommes et de femmes dans le monde, c'est une sorte d'Eldorado. Il faut donc lutter contre ces disparités et l'Europe devrait avoir, avec la France, une grande politique d'investissement en Afrique, alors qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt en train de nous retirer au profit de la Chine, on l'a beaucoup dit, de l'Inde, qui est très active en Afrique, de la Turquie et beaucoup d'autres pays. Il faut que nos entreprises soient plus présentes en Afrique parce qu'il y a en Afrique une jeunesse qui en veut, qui est prête à se développer, qui est de qualité, qui est formée et avec laquelle il faut que nous travaillions. Lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, vous avez été confronté à 2 drames, qui étaient celui du Rwanda et la guerre des Balkans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un regard sur le conflit israélo-palestinien? Est-ce que la France joue son rôle? Bien sûr, j'ai un regard sur ce conflit qui est un conflit majeur, qui a des conséquences en chaîne sur l'ensemble de l'équilibre du monde. On ne peut pas, et je dis ça sans aucune espèce de restriction, ne pas être totalement solidaire d'Israël quand des villages israéliens sont attaqués de façon aussi sauvage et barbare qu'elles ont été. Mais toute réaction dans ce domaine doit être proportionnée. Et il faut toujours penser au jour d'après, comme on le dit. Qu'est-ce qui se passe après l'éventuelle éradication du Hamas de la zone
de la bande de Gaza. Il y a 4 à 5 millions de Palestiniens sur ces terres qui sont soit à Gaza, soit en Cisjordanie, soit dans les camps de réfugiés en Jordanie ou en Syrie ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien, là aussi, leur reconnaître une terre. Il va donc falloir, à un moment ou un autre, qu'on se remette autour de la table pour réfléchir à cette solution des deux États. Est-ce qu'elle est encore viable? Et quand vous dites « il faut », on doit se mettre autour de la table. Qui doit se mettre autour de la table? Les protagonistes, naturellement. D'un côté, Israël, les autorités israéliennes, et de l'autre côté, les représentants palestiniens. Mais ils n'y arriveront pas tout seuls. Ils n'y arriveront pas tout seuls parce qu'aujourd'hui, ni d'un côté ni de l'autre, on ne veut de cette solution à deux États. Il faut donc que ce qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, à condition qu'elle existe, fasse pression. Et la communauté internationale, en l'espèce, c'est sans doute les États-Unis, bien sûr, mais c'est aussi l'Europe, qui a un rôle à jouer pour essayer de convaincre les protagonistes qu'il va bien falloir aujourd'hui qu'ils apprennent ou qu'ils réapprennent à vivre ensemble sur ce sol. Alors, vous êtes inscrit au cours de votre carrière politique dans l'héritage du général de Gaulle. Que reste-t-il aujourd'hui du gaullisme en France? Beaucoup de choses, je pense. D'abord la fierté d'être français, même si on se bat la coulpe en permanence, je crois que nous sommes fiers d'être français, nous sommes attachés à nos valeurs. Cette idée, alors, qui est peut-être un petit peu compromise aujourd'hui, mais qui était au cœur de la pensée du général de Gaulle, de la grandeur de notre pays. Les Français ont une certaine image de leur pays, qui est peut-être un peu décalée par rapport au rapport de force dans le monde où nous sommes, mais c'est cela. Et je crois que le gaullisme, ce qui reste actuel, c'est que c'est pour moi la conjonction de deux convictions profondes. D'abord un patriotisme. On aime la France, c'est l'amour de la France, le gaullisme, pas le nationalisme. Vous connaissez la fameuse distinction entre le patriotisme qui est l'amour de soi et le nationalisme qui est la haine des autres. Le nationalisme conduit toujours à la guerre, c'est vrai. C'est donc le patriotisme, c'est aussi un humanisme, une certaine idée de l'homme. La seule querelle qui vaille est la querelle de l'homme. Et là, vous avez le sentiment que c'est aujourd'hui présent. Et c'est le projet social du Conseil national de la résistance, c'est le modèle social que nous avons construit. Donc c'est cela aussi qu'il faut défendre aujourd'hui. Et du chiraquisme, il en reste encore quelque chose? C'est un peu le gaullisme aussi, le chiraquisme. Il se situe dans cette ligne. Et le général de Gaulle, tout comme Jacques Chirac, ont été aussi des Européens, quoi qu'on en ait dit. Si l'Europe existe, c'est parce qu'en 1958, le général de Gaulle a dit « on a signé un traité, le traité de Rome, on va le mettre en application ». Et s'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas d'Europe. Et en 92, au moment du référendum sur la monnaie unique et sur Maastricht, alors qu'une grande partie du RPR de l'époque, Charles Pasqua en tête, Philippe Séguin en tête, était pour le non à Maastricht, c'est parce que Jacques Chirac, Édouard Balladur, et moi-même, j'étais secrétaire général à ce moment-là, nous nous sommes engagés pour le oui, que le oui a gagné de 1%. Et si ça n'avait pas été le cas, nous n'aurions pas l'euro qui nous protège, on s'en rend compte aujourd'hui. Alors nous parlions du gaullisme et du chiraquisme qui était donc à l'origine de la droite. Pensez-vous qu'il existe toujours une différence entre la droite et la gauche aujourd'hui? Est-ce que les partis reprendront leur place? Écoutez, notre démocratie, alors je ne vais pas dire le contraire de ce que j'ai dit en parlant d'une situation très, très difficile. Je reste tout à fait confiant dans l'avenir, mais enfin quand même notre démocratie est en crise. Et il y a des symptômes qui ne trompent pas. Quand je m'adresse à des publics d'étudiants, je leur rappelle que leur taux d'abstention aux élections frise parfois les 80%. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Les grands partis politiques de gouvernement, vous avez raison, que ce soit la gauche ou la droite, sont aujourd'hui en rétrécissement comme des pots de chagrin. Et puis, il y a cette image de la politique et du personnel politique qui est encore plus détestable que jamais. Il faut lutter contre cette crise de la démocratie représentative en essayant de l'analyser. Et elle est très profonde. Un sociologue fameux a distingué il y a quelques années la démocratie d'autorisation et la démocratie d'exercice. Autorisation, je vote pour vous et je vous autorise à décider pour moi pendant 5 ans ou 6 ans. Ça ne suffit plus. Et donc, ce que les Françaises et les Français, comme d'autres peuples aussi, souhaitent, c'est continuer à participer à l'élaboration des décisions qui les concernent, parce que leur niveau d'éducation s'est élevé. Juste une petite parenthèse, j'ai vu ça dans le dernier livre d'Édouard Philippe. Est-ce que vous savez quel était le pourcentage d'une classe d'âge qui avait le baccalauréat dans les années 1930 ? Pourcentage de votants ? Le pourcentage de jeunes qui étaient bacheliers, qui accédaient au baccalauréat. Vous diriez quoi ? Vous allez nous le dire. 10-15%, moins de 2%. Ah oui. Moins de 2%. Aujourd'hui, c'est 90%. Ça change tout. Alors, ce n'est pas le même bac.
Le niveau n'est pas le même. Mais quand même, le niveau d'information et de formation et la volonté des citoyens à faire entendre leur voix n'est plus ce qu'elle était il y a sans doute un siècle. Et ça change les données de fonctionnement de la démocratie. Il faut y répondre à cette exigence. On y répond bien quand on est élu local. Quand on est élu local, si on n'est pas au contact permanent de ses concitoyens, on n'est pas réélu. On parlait d'expérience, aussi bien dans le 18e qu'à Bordeaux. Comment on fait ça au niveau national ? C'est beaucoup plus compliqué de le faire à 40 ou 45 millions de personnes qu'à quelques centaines de milliers. Mais c'est un enjeu très important pour régénérer notre démocratie participative, parce qu'il n'y a pas de meilleur système, naturellement. Bien sûr. Winston Churchill l'a dit, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Vous avez donc été Premier ministre, on l'a rappelé au début de cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, un Premier ministre a les moyens de son action ? C'est un peu l'idée qui est un peu sous-jacente à la crise de la démocratie, c'est que les politiques sont impuissants, que ça se passe ailleurs, que c'est les grandes entreprises, etc., les grandes organisations internationales qui décident. Et c'est surtout un pouvoir présidentiel sans doute accru. Ça, c'est autre chose. Je n'avais pas abordé la question sous cet angle-là. Donc, pour vous dire que le politique a toujours la possibilité d'agir et de faire changer les choses. Peut-être pas changer la vie, ce qui est une ambition un peu délirante, mais changer les choses. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on peut faire des bêtises. Donc si on peut changer les choses en mal, c'est qu'on peut les changer en bien aussi. Alors, pour le reste, l'équilibre des pouvoirs que vous avez en tête, vous comprendrez que là-dessus, je sorte un peu mon joker. Enfin, notre Constitution est d'abord, elle a le mérite de durer. Juste un petit retour sur le passé. Combien de gouvernements entre 1875 et 1940 ? Plus de 100. Plus de 100. Oui, sous la 4e République, la durée moyenne d'un gouvernement, c'était 7 mois. Aujourd'hui, la Constitution de la 5e République nous garantit une certaine stabilité et je crois que c'est un plus pour la France. À partir de là, comment exerce-t-on les pouvoirs qui résultent de cette Constitution? Avant, on parlait de centralisation, maintenant, on parle de verticalité. Ça m'amuse beaucoup, ce langage. Il vaut mieux être vertical que couché, d'une façon générale, enfin, quand on veut exercer le pouvoir. Il y a sans doute des dosages à retrouver, et c'est vrai que une situation dans laquelle il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale est quelque chose d'assez nouveau qui doit nous conduire à des façons de gouverner peut-être un petit peu différentes. Mais là, je dis à nouveau joker. Alain Juppé, au fond de vous, est-ce que vous n'avez pas ce regret de ne pas être allé au bout d'une candidature à la présidentielle et de ne pas avoir été président de la République ? J'ai essayé. Donc, comme je n'y suis pas arrivé, j'ai une forme de regret. Le regret de ne pas avoir réussi. Mais voilà, je n'éprouve aucune espèce d'amertume. Et comme vous avez pu le remarquer dans mon livre, je ne cherche à régler de compte avec personne. Je ne dis même de méchanceté de personne. Et vous avouez aussi que vous n'avez pas de regret de ne pas avoir été pape non plus. Ça m'a passé assez vite. J'étais enfant de cœur dès mon plus jeune âge. Et comme j'ai toujours eu de l'ambition, je continue à penser d'ailleurs que l'ambition est quelque chose de noble. L'ambition, ça consiste à se sortir un petit peu de la routine pour essayer de se dépasser. Et il y a des journalistes ambitieux, très bien. Il y a des sportifs ambitieux. Il y a des chefs d'entreprise ambitieux. Et donc, comme j'étais enfant de cœur, j'étais ambitieux. Et donc, le chemin tout tracé, c'était le Vatican. C'était d'être pape. Ça m'a passé dès l'âge de 7-8 ans, je vous rassure. Nous arrivons à la fin de cette émission. De quoi êtes-vous le plus fier de toute votre carrière politique ? Oui, j'ai parfois de la fierté. Vous avez raison d'utiliser ce mot. Je crois que quand je reviens à Bordeaux et que je vois ma ville, parce que je continue à l'appeler ma ville, je suis assez fier de ce que nous avons fait ensemble. Bordeaux et qui est une ville hautement attractive aujourd'hui. Bordeaux a toujours été une belle ville, mais au bout de 48 ans de mandat, Jacques Chaban-Delmas était un peu fatigué. Il avait fait des choses formidables pour la ville. La fin était moins bonne. Et donc, avec mon équipe, on est arrivé à faire renaître cette ville et à lui donner une attractivité assez exceptionnelle. Elle est belle, elle a toujours été belle, elle est de plus en plus belle. Et elle est agréable à vivre. Donc, quand les Bordelais me disent bravo pour ce qu'on a fait ensemble, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup Alain Juppé d'avoir été le premier invité de notre émission Hexagone. Je remonte votre livre, Une histoire française, qui est passionnante parce que c'est toute une vie politique et on en apprend beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.